Soyez donc la bienvenue tout le monde. Ces webinaires donc virtuels en français pour les pays francophones, organisés par le Global Health Network. Et nous remercions donc l'équipe de Global Health Network pour avoir organisé cette webinaire. Je crois qu'on aura le temps d'avoir tous nos panélistes qui sont en train d'essayer de nous joindre aussi. Je vois déjà qu'on a beaucoup de participants qui sont en train de joindre actuellement et on va essayer de progresser en attendant que les autres panélistes puissent nous joindre. Donc, je vais commencer et nous avons donc mis ce webinaire, comme je dirais, organisé par le Global Health Network sur le thème « Comment faisons-nous face à ces problèmes » que tout le monde connaît bien déjà, c'est le COVID-19. En tant que pays, quelles sont donc les ripostes? Et ce webinaire est organisé par le Global Health Network avec les partenaires comme la Coalition africaine pour l'épidémie et de la recherche et l'épidémie en réponse en Afrique, donc Alert. Donc, ensemble avec Trudy, je suis donc le coordonnateur de ce module de travail 5 qui axe sur la formation et le renforcement des capacités. Et bref, à Alert et à Global Health Network, on voulait apparemment apporter dans ce webinaire en français pour que ensemble nous puissions donc parler un peu sur 3 axes. Comment est-ce qu'en tant que pays, nous sommes en train de réagir face à cette épidémie? Et on va regarder sur le côté surveillance, diagnostic, les nouvelles interventions, les préventions et les mesures gouvernementales. Et on va aussi donc s'attarder un peu sur les lacunes de la recherche. En fait, on voulait que cette webinaire soit vraiment sur les questions de la recherche. Et enfin, on va voir si donc il y a quelques outils, surtout en français, parce qu'on sait qu'en anglais, il y en a beaucoup d'outils, mais quels sont donc les outils qui sont disponibles pour nos partenaires? Et avec cela, notre panel est très riche, mais jusque-là, on n'a pas encore tout le monde. On va avoir donc le professeur Francine Toumi qui va nous joindre, le professeur Minta, du Mali qui va nous joindre, le Trésor Boudjek, j'espère, va nous joindre aussi de la DRC Congo, et de Madagascar, on aura Swafai. Docteur Elongo est déjà en ligne, peut-être on va commencer avec vous, ou bien docteur Zakaria Gansane de Burkina Faso. Et donc, docteur Miguel Makoua aussi devait nous joindre de l'Afrique du Sud. Mais on va aussi avoir quelques idées sur comment est-ce que le Cameroun fait avec les informations que M. Albert Choual Kameni, qui est donc du Task Force de lutte contre la pandémie au Cameroun, m'a envoyé. Et étant du Cameroun, votre humble serviteur, je veux me permettre donc de présenter ces éléments-là au moment opportun. Et sur ce, je vais donc demander à Dr Elongo Frix ou Zakaria Gansane, parce que je sais que vous êtes déjà là. Je crois qu'on va commencer avec Dr Zakaria Gansane, qui a quelques éléments donc à apporter. Sur ce, je vais donc demander à Dr Zakaria Gansane de faire partager ce slide et commencer sa présentation. Je vous remercie pour votre temps et les questions, on va vous demander d'envoyer toutes les questions comme on est en train de progresser, comme ça on va prendre cela et en temps opportun à la fin de toutes les présentations, commencer à apporter des éléments de réponse. Toutes les questions sont admises, il n'y a pas de questions bêtes, nous sommes là pour comprendre ces fléaux ensemble. Je vous remercie à tous nos participants également, que je vous demande de continuer à envoyer dans votre question. À très bientôt. Docteur Gansane, s'il vous plaît. Merci bien. Je n'arrive pas à partager l'écran. Pour me permettre de partager mon écran. Oui, je vais donc arrêter ma part et puis vous allez commencer. C'est fait. Allez-y. OK, merci bien. Comme vous le savez, pour cette opportunité que vous nous offrez effectivement de se réunir autour donc de cette question du Covid.
Et pour le Burkina Faso, comme vous le savez, en fait, c'est quand même l'un des premiers pays à avoir été touché en Afrique de l'Ouest. Et à ce jour, il faut dire que nous Juste un avons... point, on ne voit pas encore vos slides. Ah, on ne voit pas? C'est bon? Non, pas encore. Vous devez en bas de share screen. Yes. Vous avez pu? OK, c'est bon, OK. Et je partage. C'est bon maintenant? Exact. Et maintenant, sur mode de présentation, s'il vous plaît. Okay. Voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons plus de 617 cas qui sont confirmés avec environ 38 décès à la date hier et que nous avons environ plus de 17 décès sanitaires, voilà, qui sont un peu, un peu la carte qui est présentée là. Ce qui est un peu sur le sorti, c'est la ville de Ouagadougou, donc c'est vraiment la ville la plus touchée, donc plus de 80% donc, des cartons sont situés au niveau donc, de la ville de Ouagadougou. Il faut dire que la tranche qui est beaucoup plus affectée, c'est la tranche qui est à 44 ans. Mais nous avons noté également qu'il y a 6 enfants, donc, âgés de moins de 15 ans qui sont donc dans la porte de Burkina Faso. Il faut dire qu'effectivement, par rapport à cette crise, il y a une réponse effectivement qui a été proposée par le gouvernement et c'est donc battu autour d'un comité d'abord de gestion qui était d'abord plus ou moins basé au niveau du ministère de la Santé, mais qui par la suite donc a été donc changé à un comité national de gestion sous la supervision du Premier ministre, donc le premier responsable donc, de la mise en œuvre de ce plan de riposte. Et ce comité effectivement est organisé selon notre système de santé, qui est à partir du niveau national des régions et au niveau donc, des provinces et également au niveau des communes. Donc, c'est effectivement, nous avons donc mis en place un plan, donc le plan national de riposte, qui effectivement comprend toutes ces différentes composantes, à savoir la gouvernance, la surveillance, la prévention, le contrôle, la gestion, la communication, vraiment tout ce qu'il y a de mieux donc, pour riposter face à cette épidémie. Donc, au niveau donc, de la surveillance, il faut dire effectivement que auparavant, on avait des dispositifs effectivement, qui étaient mis en place, à savoir donc, des systèmes d'alerte précoce et qui prenaient effectivement en compte ces maladies prioritaires. On avait également des dispositifs où on a effectivement renforcé donc, les capacités des agents de santé. Et on avait également des sites sentinelles donc, de surveillance des maladies respiratoires depuis donc, le stress. Mais il faut dire que tous ces dispositifs s'est avéré un peu insuffisants donc, face donc, à la crise. Donc, la surveillance également se passe toujours à travers la mesure donc, de la dynamique de l'épidémie au niveau donc, du pays et des cas contacts. Et ça, c'est au moins une représentation donc, des cas journaliers depuis donc, le début donc, de l'épidémie dans notre pays. Il faut dire également aussi que il y a également, la surveillance également se base également sur la gestion des alertes. Donc, à travers donc, la mise en place d'un centre d'appel. Et à ce jour, c'est plus de 9000 appels qui ont été reçus et sur la base donc, des appels qui sont reçus, donc, il y a l'investigation qui est faite et en plus donc, de procéder au dépistage donc, des patients. Également, le suivi des contacts qui est fait également. Il faut dire qu'à ce jour, le contact des cas positifs, donc ce jour, on a noté près de 3000 cas contacts qui sont donc sous surveillance. Et on note qu'effectivement, dans cette surveillance, les cas confirmés donc, de ces cas contacts, nous avons environ 61%. Donc, qui sont un peu positifs. Mais il faut dire que cela également aussi est lié un peu à la stratégie de dépistage parce que les cas contacts le suivant, et c'est ceux qui présentent des symptômes par la suite qui sont donc dépistés. Donc, sur 600 environ qui ont présenté des symptômes, environ 61 étaient donc positifs. Il y a aussi, surtout au niveau de la surveillance, nous avons également aussi une équipe qui travaille un peu sur la question de modélisation, les questions de prédiction pour dire en fait au nombre de cas que nous attendons d'ici la fin donc, de cette épidémie. Et cette modélisation effectivement a été faite la semaine passée et nous avons donné des chiffres un peu qui nous amènent à nous attendre d'ici la fin du mois d'avril autour de 900 cas. Au niveau diagnostic, notre diagnostic également se repose effectivement sur la PCR et nous avons actuellement 4 laboratoires également qui sont sur le coup. Et comme je l'ai dit auparavant, notre dépistage, c'est un dépistage ciblé, ce n'est pas un dépistage de masse. C'est vrai effectivement que cette réflexion est toujours en cours d'après donc, le ministre de la Santé. Mais il faut également, c'est une initiative également aussi au niveau de l'Agence nationale de l'alimentation pharmaceutique pour essayer effectivement de voir au niveau des tests rapides, est-ce qu'il y a des tests qui sont assez valides. Donc, concernant les mesures gouvernementales, il faut dire qu'effectivement,
on a pris quand même pas mal de mesures de restriction, notamment la fermeture des écoles, des marchés, des lieux de culte, et l'interdiction des bus, et l'interdiction également des groupements de moins de 50 personnes. On a un couvre-feu, effectivement, qui est instauré, et il y a une quarantaine systématique de toutes les villes donc, qui sont touchées actuellement. Bien entendu, également, nous avons la promotion également sur la distanciation sociale. Et pareil, il faut dire effectivement que pour la prise en charge effectivement des cas, le gouvernement a réquisitionné effectivement un hôpital central, donc de troisième référence, une capacité de 600 lits donc, pour la prise en charge donc, des malades. Et au niveau individuel, effectivement, toujours, c'est la promotion donc, de tout ce qui a comme mesure individuelle. Hein. Cela est fait à longueur de journée donc, dans toutes les radios, sur toutes les chaînes, et dans les différentes communautés. Donc, ça part donc du port de masques d'ailleurs, qui a été donc, qui sera donc obligatoire donc, à partir du 27 avril. Pour le cas de la recherche, je dirais effectivement que c'est un gap parce que je me suis juste hasardé à faire juste une petite recherche sur PubMed ce matin. Et dans le monde, on a sur la thématique Covid, nous sommes en plus de 5855 publications répertoriées. Quand on regarde un peu en Afrique, nous sommes à 75. Ça veut dire qu'effectivement, à tous les niveaux, il y a un gap. À tous les niveaux de la recherche, il y a un gap. Il y a peu d'informations donc disponibles en Afrique. Donc, pour le Burkina Faso, nous n'avons pas encore effectivement des informations rapportées, en dehors donc des statistiques qui sont rapportées le jour au jour donc, par le comité donc, de lutte contre cette maladie. Donc, mais ce qui est étant, il faut dire effectivement que pour la composante de recherche donc, de cette crise, cette volonté a été effectivement affirmée par le notre président lors donc, de ses différentes interventions en rapport avec cette crise. Il y a même un haut conseil scientifique de la recherche qui a été mis en place, qui effectivement essaie donc de faire une compilation donc, des différents soucis problématiques de recherche qui pourraient donc se poser actuellement. Je pense qu'ils sont vraiment en train de travailler donc, sur cet aspect. Et effectivement, il faut également qu'il y ait une allocation du budget pour la recherche qui a été faite. C'est vraiment une première dans notre contexte. Et le Burkina Faso, comme vous le savez, et peut-être vous avez su donc le voir, est en train également aussi d'expérimenter vraiment certains protocoles donc, de recherche d'essais cliniques donc, en rapport donc, avec le Covid. Pour lequel je ne peux pas en dire plus parce qu'ils sont toujours donc, en évaluation au niveau des différentes instances réglementaires. Donc, pour moi, je me suis juste amusé effectivement à emprunter donc, sur cette image donc, de Global Health Network pour le hub de l'implémentation hub. Comme le regardez très bien, à tous les niveaux de cette image, il y a des priorités. Il y a des priorités, mais je pense qu'à notre niveau, d'abord, ce qui est important, d'abord, notre système de santé. Effectivement, il y a quand même pas mal de soucis. Comment est-ce que notre système de santé aujourd'hui s'adapte donc à cette situation? C'est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, toute l'énergie, toutes les ressources sont effectivement orientées effectivement vers le Covid-19 et comment se fait effectivement la prise en charge des autres, comment se fait le parcours des soins dans le cadre de ce contexte, parce que c'est vraiment des questions assez essentielles. Au niveau thérapeutique, il faut le dire clairement, effectivement, et nous avons une très bonne expérience effectivement au niveau du Burkina Faso ici en termes d'essais cliniques. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, il y a également des initiatives à ce niveau en rapport avec la chloroquine, mais également avec d'autres médicaments tels que les médicaments de la pharmacopée traditionnelle. Deuxième caractérisation, c'est très important aujourd'hui pour nous effectivement que nous arrivons effectivement à caractériser la maladie et à savoir comment est-ce que la population africaine de façon générale, mais aussi burkinabé effectivement répond comment dirais-je, et comment la maladie se présente effectivement au niveau de cette population. Cela est important effectivement de le faire. Moi, je pense que c'est également aussi des questions de l'échelle également qui peuvent s'orienter dans ce sens. Sciences sociales, ça c'est très important. Et les mesures de restriction qui ont été donc édictées un peu partout dans le monde, est-ce qu'aujourd'hui elles sont adaptées au contexte africain? Vraiment, ce sont des questions à évaluer. On a déjà eu quelques informations sur ce plan, mais compte tenu donc du contexte donc, du vie social en Afrique, je pense que c'est également des aspects sur lesquels il faut aller s'appesantir. L'engagement communautaire, effectivement, et à ce niveau également, il y a des questions éthiques, l'engagement communautaire. Effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui un gros débat qui est posé avec toutes ces informations que nous avons aujourd'hui. Et ces fake news qui circulent aujourd'hui, comme vous le savez très bien, avec ce qui s'est passé, et on a aujourd'hui tendance à vouloir effectivement tout de suite et maintenant on appelle utiliser des médicaments qui n'ont pas forcément encore fait la preuve de leur efficacité. Et c'est là effectivement qu'il faut savoir que la communauté également aussi joue un grand rôle ici à ce niveau avec une certaine pression sur les politiques pour effectivement les amener donc à adopter ce certain nombre de traitements, même lorsque l'efficacité n'a pas été prouvée. La recherche vaccinale au niveau des vaccins, effectivement, moi je pense qu'à ce niveau également, il y a des questions qui se posent. Aujourd'hui, vous savez très bien que nous avons des programmes de vaccination qui sont là, effectivement, qui fonctionnent. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on s'adapte donc à cette question? Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui, effectivement, à maintenir les niveaux donc, de politique vaccinale dans ce contexte donc,
d'épidémie. Donc, cela veut dire qu'effectivement, lorsqu'on prend effectivement cette image, à tous les niveaux, effectivement, on peut retrouver effectivement des questions prioritaires effectivement, pour des pays comme le Burkina Faso et également certainement pour d'autres pays. Et je pense également aussi qu'il faut poursuivre effectivement ces études dans d'autres secteurs, le secteur de l'économie aujourd'hui. Et rien qu'hier, effectivement, on a rapporté effectivement que d'ici 3 mois, si l'épidémie se poursuivait, on allait peut-être entrer dans une récession. Donc, il faut effectivement des études effectivement, à ce niveau pour utiliser tout cela. Nous avons le secteur donc, de l'emploi, le secteur éducatif. Comment est-ce qu'aujourd'hui le secteur éducatif arrive également à répondre à cette crise? Est-ce que l'usage aujourd'hui des technologies d'information est adapté dans le contexte? Tout ça, je pense que ce sont des questions effectivement qui s'imposent aujourd'hui à nous et pour lesquelles il faut effectivement essayer de trouver rapidement des solutions. Donc voilà un peu ce que je voulais donc dire donc, par rapport donc, à la situation du Burkina Faso et peut-être les perspectives donc, en termes donc, de recherche. Merci. Beaucoup, Dr. Gantsane. Je crois que ça, c'est vraiment un bon scoop sur tous les efforts faits dans le pays des hommes d'honneur. Est-ce que le docteur Elongo peut nous donner un peu la photo de l'Afrique du Sud, s'il vous plaît? Docteur Elongo? Allô? Vous devez vous unmute votre micro. Merci beaucoup, Dr. Palma. Vous êtes là? OK. Merci beaucoup. Je vais donner un peu de la côté de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on a eu le premier cas le 5 mars, le mois dernier. Et jusqu'à aujourd'hui, on a 3 953 cas en Afrique du Sud. Au début, c'était les voyageurs qui sont venus de l'Europe ou de l'Asie, qui sont rentrés au pays avec le virus. Mais maintenant, c'est sans entrer dans la communauté. Avant, le gouvernement a formé ce qu'on appelle ici le Command Council avec le président. On a fermé presque tout. Aujourd'hui, il n'y a pas l'école, on ne marche pas, personne ne sort de la maison, il n'y a même pas aller dans le parc pour courir, il n'y a rien. Et ce n'est que les hôpitaux et les laboratoires qui fonctionnent à ce moment. Et au niveau des tests, on a une ambition de faire 30 000 tests par jour. Aujourd'hui, on fait à peu près 10 000 tests par jour. On a déjà testé 150 000 de personnes. Donc, et on a mis les agents de santé communautaire pour tracer tous les contacts des personnes infectées. Et on a aussi plus de 67 laboratoires mobiles dans le village pour tester tout le monde. On a aussi le problème en Afrique du Sud, c'est qu'ici, on a plus de 7 millions de personnes qui ont le VIH. Donc, le gouvernement a peur que, parce qu'on ne connaît rien de ce que le virus peut faire avec les gens qui ont VIH. Donc, il faut tester presque tout le monde et pour voir si... avec le VIH, on fait des recherches à l'université, à mon université, à l'université de Witwatersrand et à l'université de Cape Town pour voir la réaction du coronavirus avec VIH, si c'est, comment dirais-je, si les gens avec VIH, comment ils réactent avec le coronavirus. Si la maladie COVID-19 dans ces gens est plus grave par rapport à la population générale. Donc, ça, c'est le problème le plus grave en Afrique du Sud, là où on concentre toutes les recherches sur les gens avec VIH. Ici, il y a des scientifiques qui donnent le conseil à le gouvernement sur ce qu'on peut faire avec ce groupe de 7 millions de personnes avec VIH. On a déjà eu
75 morts en Afrique du Sud. Depuis hier, on a confirmé. Aujourd'hui, on a 3953 cas. Ça veut dire, en Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui a, je crois, en dehors de l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud qui a la plupart des cas. Il y a eu 1473 guéris. Et oui. Oui. Ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Ça, c'est ce que je peux dire sur l'Afrique du Sud. À partir de la fin de mois, on va commencer à ouvrir le business. Donc, je crois le 3 mai, on va commencer à ouvrir le business et les gens vont aller, mais pas tout le business. L'Afrique du Sud, le gouvernement a fait 5 étapes de réaction. Fermer tous les business, c'est le niveau 5. À partir de le mois prochain, on aura le niveau 4. Donc, il y aura des business qui peuvent s'ouvrir, mais les écoles seraient toujours fermées et on va choisir. On n'a pas encore, le gouvernement ne nous a pas encore donné ce qu'on peut faire, toute la liste de business qui peut s'ouvrir, mais à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi, ils vont nous dire ce qu'on peut faire. Mais sur la recherche, il y a 2 niveaux pour les gens avec le VIH et il y a aussi les recherches sur les anticorps et les gens guéris, donc on a déjà 1463. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Elongo. C'est 1600 cas de guéris en Afrique du Sud, 5 étapes pour réouvrir le pays. Ça c'est à partir de mai, vous dites. C'est vraiment encourageant parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver et on va encourager nos participants de continuer d'envoyer. Je suis en train de recenser toutes ces questions-là. Mais je vois que déjà sur le panel, on a également donc Dr. Trésor Bodjik Mouena qui nous joint donc de la RDC Congo. Vous êtes médecin, vous êtes clinicien recherche, associé à la recherche. Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près les panoplies des activités qui se passent dans ce pays-là et également des lacunes, surtout les lacunes pour la recherche? Est-ce qu'on a besoin de collaborateurs pour faire quoi que ce soit? Quelle est la situation dans le RDC, s'il vous plaît? Docteur Bodjik. Merci beaucoup, Dr. Palmer. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, 5 sur 5. Je tiens d'abord à vous remercier de m'associer à cet échange que j'espère pertinent et édifiant pour ceux qui vont nous suivre. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord souligner que j'interviens ici à titre individuel en tant que scientifique et observateur intéressé par la riposte ici au pays à travers le monde. Et donc, en aucune façon, je ne vais engager la cellule de riposte pour 2 raisons principalement, parce que je n'en ai pas qualité, mais aussi parce que mon intervention s'est faite à un autre niveau. Voilà. Cela étant dit, la République démocratique du Congo a déclaré son premier cas de COVID-19 confirmé le 10 mars dernier. Et depuis lors, selon les derniers bulletins rendus publics hier, le pays a enregistré 394 cas confirmés, 25 décès et 48 personnes guéries. On compte aussi 246 patients en bonne évolution. Il faut dire que la plupart, la quasi-totalité de ces cas sont concentrés au niveau de la ville-province de Kinshasa, la capitale, mais on a aussi quelques cas, très peu, dans 4 autres provinces, province d'Ituri au nord et au sud Kivu, et dans la province du Kwilu. Alors, selon les projections faites par le comité multisectoriel de la riposte contre le COVID-19, très probablement, c'est autour de début mai, les 2 premières semaines du mois de mai, que l'on connaîtra le pic des cas. Donc, au lendemain de la déclaration du premier cas, les autorités du pays ont mis en place un comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du COVID-19 qui est animé par un secrétariat technique
coordonnée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Il faut dire que c'est une équipe qui puise essentiellement sur l'expérience, l'expertise, mais aussi les moyens logistiques qui ont été déployés lors de la réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Donc, le pays construit sa riposte vraiment sur cette expérience que le pays a accumulée depuis de nombreuses décennies. Le comité multisectoriel est secondé aussi par un comité scientifique, c'est-à-dire il y a des experts dans différents domaines qui va de la virologie à la pneumologie en passant par l'immunologie, des gens qui donnent leurs avis. Il y a aussi des pharmaciens dans le groupe, des gens qui donnent leurs avis scientifiques pour éclairer les décisions prises par les comités multisectoriels des. Pour ce qui est, là c'est le tableau que l'on a au niveau du pays. Des mesures ont été prises. Hein. Le pays, par exemple, a décrété un état d'urgence depuis les 24 mars dernier et d'ici, je crois, 24 heures, cet état d'urgence sera prorogé pour environ 2 semaines, conformément aux lois de la République. Pour le moment, on n'a pas un confinement généralisé. Hein. On a essentiellement eu dernièrement un confinement concentré sur la commune de la Gombe, c'est le centre des affaires dans la ville de Kinshasa. Mais dans les autres communes, les activités se font plus ou moins normalement. Les gens sont plutôt encouragés à rester chez eux quand ils n'ont pas des raisons importantes pour sortir de leur maison. Et il y a très peu, l'on a généralisé le port obligatoire des masques sur les lieux publics. Pour le reste, c'est exactement ce qui est fait partout ailleurs. Hein. Donc, vous avez les gestes barrières, les mesures de distanciation physique, parce que l'OMS ne parle plus de distanciation sociale, parle plutôt de distanciation physique. Et vous avez comme ça toutes ces autres mesures qui sont prises conformément aux recommandations faites par l'OMS hein, dans ces nombreuses orientations techniques. Donc, les comités multisectoriels s'appuient sur l'expérience contre Ebola, s'appuient sur les recommandations faites par l'Organisation mondiale de la santé et qui s'articule essentiellement sur les 6 mesures qui sont universellement reconnues, c'est-à-dire identifier les cas, les isoler, les tester, les soigner, faire une recherche active des contacts, les mettre en quarantaine, mais aussi engager la communauté, c'est-à-dire en termes d'éducation, de communication, de renforcement des capacités, notamment ce qui concerne les gestes barrières. Parce que vous le savez, sans engagement de la communauté, il n'y a aucune intervention digne de ce nom qui puisse réussir. Voilà un peu comment la situation se présente dans mon pays. Pour ce qui est de la recherche, il y a beaucoup à dire, vraiment, sur la recherche, parce qu'il y a beaucoup de défis que l'on doit relever. D'abord, j'aimerais souligner le fait que l'idée même de la recherche est relativement récente dans nos pays, en République démocratique du Congo. Donc, il n'y a pas une grande expérience, notamment au niveau de nos communautés, sur la recherche. L'idée de l'expérimentation sur les êtres humains, les essais cliniques, c'est souvent regardé avec beaucoup de suspicions, beaucoup de théories de complot, et voire même d'hostilité. Donc, nous avons un devoir, nous, comme scientifiques, de nous engager dans une éducation pour la recherche, pour faire comprendre le bien fondé de la recherche à nos populations, leur donner la bonne information et ainsi essayer de dissiper tout malentendu. Ensuite, je dirais qu'il faudra axer notre recherche sur les alternatives aux mesures de restrictions qui ont été prises, notamment le confinement. Il est clair que compte tenu de notre contexte socio-économique particulier et difficile, donc une économie essentiellement dominée par l'informel, où les gens vivent au jour le jour, il est très difficile de faire respecter le confinement. Hein, déjà dans nos familles, dans nos ménages, dans nos parcelles, vous avez dans un espace réduit énormément de gens, 10-15 personnes dans 5-7 mètres carrés. Vous avez dans nos cours communes beaucoup de ménages qui cohabitent. Donc déjà, le fait de demander aux gens de rester chez eux à la maison, c'est très difficile qu'ils maintiennent la distanciation physique même en restant à la maison. Donc, ce n'est pas évident. Donc, je pense que les chercheurs que nous sommes devraient axer nos réflexions autour des mesures alternatives hein, qui seraient beaucoup plus adaptées à nos réalités. Autre chose que je pourrais ajouter, hein, dans ces mesures alternatives, il y a des études qui sont déjà lancées à travers le monde, des études de chimioprophylaxie, hein, par exemple à la chloroquine et ou l'hydroxychloroquine. Il y a des études qui sont menées dans ce sens-là. Est-ce que la prise de cette molécule, il y en a d'autres aussi, peut donner une certaine protection, notamment aux personnes, aux soignants qui sont directement en contact avec les malades?
et nous espérons que bientôt, il y aura un vaccin. Ça sera sans doute l'ultime coup que l'on va porter contre le COVID-19 si l'on veut retrouver une certaine normalité et une certaine normalité des vies. Donc, la recherche, elle est basée sur les moyens thérapeutiques à la fois curatifs et préventifs. Donc, vous avez des médicaments ordinaires d'une part et les vaccins d'autre part. Il est vrai que mon pays, jusque-là, n'est pas directement impliqué dans un protocole quelconque, mais il y a des contacts qui sont déjà pris et que très bientôt, là, malheureusement, je ne sais pas en dire plus parce que c'est confidentiel et pas encore officialisé. Nous serons, nous aussi, partie prenante dans certaines études qui sont menées déjà à travers le monde, notamment dans le cadre du protocole Solidarité de l'OMS. Donc, pour le moment, dans les mesures thérapeutiques qui sont préconisées, nous avons essentiellement l'hydroxychloroquine et chloroquine plus l'azithromycine. Hein, c'est vraiment ça le schéma qui est donné à tous les malades à différents stades. Pour ceux qui sont dans des phases sévères ou critiques, on ajoute bien sûr les moyens de réanimation et d'autres moyens qui visent à faire face au statut clinique particulier de chaque patient. J'ajouterai à cela qu'il faudra, dans les jours qui viennent, de manière urgente, initier des études séro-épidémiologiques dans nos populations, parce qu'il serait important de connaître à peu près quel est le niveau d'exposition à cette infection au niveau de notre population. Je pense même que ça sera l'une des conditions s'il faudra espérer un jour déconfiner définitivement et revenir plus ou moins à la vie normale. Il serait important de savoir quelle est cette tranche de la population, quelle est la fraction de notre population qui est déjà exposée à cette infection, et en attendant que davantage d'évidences scientifiques viennent conforter le fait qu'ayant été exposé à l'infection, on peut avoir développé une certaine immunité. Mais comme je l'ai dit avant, vraiment, le coup fatal sera porté par le vaccin, un vaccin efficace et sûr, qui j'espère sera développé très bientôt. Alors, je terminerai cette première intervention par les initiatives et les découvertes faites au niveau des pays africains. Hein, vous avez toutes ces molécules dont on parle à travers les médias, Pivirine au Bénin, au Burkina Faso. Vous avez Manacovi ici chez moi à RDC, elle est très célèbre pour Covid organique à Madagascar. Donc, personnellement, je dois dire que le fait que les Africains essaient de trouver une solution africaine à un problème qui constitue une menace existentielle à l'humanité et tout entière et à l'Afrique y compris, c'est en soi une bonne chose, mais que seulement nous aimerions inviter nos frères et sœurs chercheurs à s'inscrire dans la rigueur scientifique parce qu'il ne faudra pas donner de faux espoirs et même amener à la démobilisation de nos populations qui vivraient déstressées un peu légèrement dans une fausse illusion, hein, dans un faux sentiment de sécurité parce qu'on a dit que telle molécule serait efficace ou pas. Vraiment, si vous avez des idées, mettez-les en ordre scientifique, soumettez-les aux autorités compétentes dans le respect de l'éthique pour que l'on puisse être sûr lorsque l'on va les mettre à la disposition de la population générale qu'on a véritablement un produit efficace et que la santé de nos populations n'est pas mise inutilement à risque. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Merci. Merci beaucoup, Trésor. Ces interpellations vraiment me rappellent de beaucoup de choses pour un pays comme la RDC, comment ça se passait. Mais je comprends qu'avec une seule commune fermée, c'est énorme. Et il y a beaucoup de questions sur les axes que vous êtes en train de dire, de parler sur des essais cliniques, parce que je vois beaucoup de questions des participants qui s'intéressent à savoir effectivement si, par exemple, il y a eu des tests pour le médicament qui apparemment a été produit au Madagascar. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore notre panéliste de Madagascar. Et donc, en attendant qu'il nous joigne, je crois que je pourrais faire une sorte de brève présentation du cas de Cameroun que le Task Force avait mis en ligne hier, donc tout ce que je dis là est ouvert. Il s'appuyait sur le fait que les cas continuent à augmenter
Dans le pays, ils avaient recensé déjà 223 cas confirmés en tant qu'au jour d'hier, qui mettait donc au total 1401 cas confirmés dans le pays, 49 décès, 355 personnes guéries et 40 personnes de personnel de santé qui sont donc infectés. Ça, c'est à partir du 22 avril. Mais le pays a donc beaucoup d'axes avec ces 1400 cas presque et 43 décès donc, mis en place beaucoup de stratégies pour essayer de tisser cette population-là, sur quelle population est vraiment concernée. Et je crois que c'est ça qui m'a un peu attiré mon attention quand je regardais ces images qui viennent donc de mon pays natal, le Cameroun. C'est une répartition donc par tranche d'âge et par le sexe, mais quelque chose d'un peu étrange. Les hommes entre 30 ans et 39 ans sont, selon cette image, ceux qui sont le plus touchés. 237 au total, comparé à 230 entre 20 ans et 29 ans. Et vous pouvez comprendre de quoi je parle quand je dis qu'en voyant ça, ça m'a un peu... Parce qu'aux États-Unis, partout, on disait que les jeunes se disaient qu'ils étaient épargnés, mais vraiment, les chiffres venant du Cameroun sont un peu effrayants. Quand tu vois ces statistiques, cette distribution-là, 147 hommes entre 40 ans et 49 ans, 90 et 91 personnes entre 50 ans et 59 ans et 60 ans respectivement. Les femmes, par contre, sont vraiment pas tellement touchées, je veux dire. La plus grande tranche d'âge, avec 95 personnes sur les 1400, c'est des femmes dont entre 30 et 39 ans. Donc, vous voyez que c'est une distribution qui m'a un peu remis la question même de comment est-ce que cette maladie est répandue dans nos pays en Afrique. C'est ce que j'espère que les panélistes vont vraiment beaucoup débattre. Mais comme dans d'autres pays, il y a donc une cellule de surveillance, il y a un numéro vert ouvert que pour 65% des cas, ils voient que c'est des alarmes, juste des fausses alertes. Mais ce qu'ils ont aussi fait, c'est vraiment suivre ces appels-là qu'ils appellent donc les contacts actifs, qui reçoivent chaque jour. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont à 1600 cas donc, de contacts actifs qui poursuivent donc. Pour ces contacts-là, c'est pour alerter qu'ils trouvent quelqu'un peut-être qui a des symptômes et comme ça, le task force peut être donc mobilisé pour avoir cette personne-là dans les lignes de la prise en charge. En ce qui concerne donc la prise en charge, c'est comme ça s'est fait ailleurs, suivi clinique, le renforcement donc des actions de prévention et le renforcement des capacités pour tous ceux qui sont impliqués, parce que comme j'ai annoncé plus tôt, c'est au moins un bon nombre de personnels de santé qui sont déjà infectés. 40 quelque chose, c'est pas à négliger ça. Alors, en termes donc de laboratoire, ce qu'ils ont fait, c'est distribuer tous les presque 6352 échantillons qu'ils reçoivent maintenant pour tester donc dans toutes les régions. Je crois qu'il y a 4 régions qui font donc le dépistage actif maintenant dans ces pays-là, le Cameroun, l'Afrique en miniature. Donc, ils sont en train de sensibiliser aussi donc, les communautés pour engager vraiment et avoir un engagement de communauté vraiment robuste. Et je vois déjà qu'il y a presque 9 millions de personnes sensibilisées. Je ne sais pas comment ce cas-là a été, en fait, les nombres là, on en est arrivé à cela, mais oui, ils sont à 9 millions de cas sensibilisés. Et ça, c'est juste le rapport qui est public hein, que je suis en train d'élaborer. Donc, rien de... Ça, c'est publié, c'est dans les médias. Et ils impliquent aussi les médias. Et ils comptent même le nombre de personnels de médias déjà sensibilisés, 7 millions, presque 8 millions en fait.
Et pour les cas donc, de formation sanitaire, ils sont à presque 7000 structures sensibilisées. Pour le cas des marchés, les agences de voyage, presque 1 200 000 personnes qui ont été sensibilisées dans cette secteur-là. Et en tant que task force, ils ont même des prochaines étapes qu'ils comptent faire. Et l'une de ces prochaines étapes-là, c'est d'avoir donc des réunions de concertation dans les différents milieux de détention. Et il paraît qu'il y a déjà eu des libérations de certains prisonniers, donc des pénitentiaires. Et ça, c'est progressif. Et donc, ils continuent donc à faire donc une sensibilisation parce que c'est une condition sine qua non donc, de bénéficier de cette grâce présidentielle-là, c'est que tu dois être testé et avant de joindre donc votre communauté. Donc, cette sensibilisation dans les secteurs-là continue à avoir beaucoup des accents. Donc, c'est à peu près l'image de ce qui se passe au Cameroun actuellement. Et je dois dire que les répartitions des cas dans la région, c'est ça qui me un peu... Ça m'a vraiment touché quand je vois que 2 sur 10 régions sont les plus touchées. Et comme on peut imaginer, les plus peuplées, littoral et le centre. Plus de la moitié des cas se retrouvent donc dans ces 2 lieux-là. Et heureusement, je dis fort heureusement, c'est là où se trouvent donc aussi tous les grandes puissances en termes de cette riposte-là, avec aussi même cette comité-là, dont le task force présent dans ces régions. Donc, on s'est dit que c'est généralement quelque chose, je ne peux pas dire sur contrôle, mais ça va arriver. Mais quand on regarde vraiment la distribution des cas pour ce qu'ils appellent donc la semaine 17, qui était dans cette semaine-là, ils sont à 238 cas par rapport à 466 cas qui étaient la semaine numéro 14. Donc, si on voit ça, c'est comme une évolution, comme si la maladie est en train de... En fait, comme si c'est en train de baisser. Je dis, mais ce n'est pas comme ça. Parce qu'on se dit peut-être que ce n'est que le début. Parce que quand on regarde que les autres régions sont en train de grimper plutôt en nombre, on peut se dire que si rien n'est fait, ça risquerait plutôt d'augmenter. Mais je crois que beaucoup se passe déjà dans toutes ces différentes régions-là. Mais curieusement, il y a une région qui n'a pas encore de cas enregistrés. L'extrême nord. Alors, M. Kameni n'étant pas donc sur place, je pouvais lui poser cette question directement pour savoir est-ce que c'est parce qu'on ne teste pas assez dans ces régions-là? Est-ce que c'est vraiment parce que, pour dire vrai, ça c'est aussi l'une des régions très peuplées du Cameroun. Alors, avec ça, je crois que j'ai essayé de parcourir sans être celui qui devait le faire, mais juste en me basant sur les informations qu'on avait sur la main, que, comme je disais d'ailleurs, c'est des informations publiées. Et avec ça, donc, je crois que nous n'avons plus eu nos panélistes de l'Afrique du Sud. Dr Makwa Nigel n'est pas encore là. Et donc, avec ça, je vais donc commencer à poser donc à lire les questions qui sont arrivées. Je crois que j'ai la première question que je vois de Dr Pierre Birami de Sénégal, qui demande précisément à Dr Longo, il veut savoir qu'avec le laboratoire mobile que vous avez mis, quels sont les tests utilisés, stérologie ou PCR? Dr Longo, s'il vous plaît. C'est le test PCR avec le GeneXpert. Oui, c'est le test PCR. OK. Et il y a une autre question qui est arrivée. Je crois que celui-ci se concernait, et en fait, là, c'est Lena Noufo du Cameroun qui demande à savoir si le médicament au Madagascar a déjà été testé. D'accord. Notre panéliste de Madagascar étant là,
Je vais vous laisser donc la parole d'adresser vraiment les stratégies de riposte au Madagascar. OK. Alors, la question était, bon, je viens de vous joindre, désolé. Bonjour, donc je suis Dr Swafi. Soyez la bienvenue. Oui. Alors, la question était, est-ce que le médicament de Madagascar a été testé? C'est très difficile de répondre parce que je suis à l'Institut Pasteur. En tout cas, de mon côté, je n'ai pas vu de protocole et a priori, par rapport au concept développé et expliqué autour de ce médicament, même s'il n'y aura pas d'essais cliniques comme nous, scientifiques, on l'appellera essais cliniques. C'est tout ce que je peux vous dire. Allô? Oui, on vous suit. Docteur Swafi, en Yes. termes de riposte, en termes de recherche, est-ce qu'il y a des lacunes que vous constatez dans ces grands pays du Sud? En termes de riposte et en termes de recherche, actuellement, il y a beaucoup de choses à dire en termes de diagnostic. En termes de diagnostic, nous, on est capable au laboratoire d'effectuer les tests de référence, mais vu les capacités du pays, on en est, je dirais, on en est à 1 millionième de nos besoins, quoi. Hein? Donc, la recherche, peut-être, c'est comment est-ce qu'on pourra valider des tests antigènes ou ce genre de choses qu'on pourrait diffuser dans les autres régions, dans les autres centres hospitaliers de l'île. Mais c'est surtout en termes d'information par rapport aux différents cliniciens, aux différents niveaux de santé publique, les médecins, etc. Plutôt des orientations par rapport à l'indication des différents tests qui existent. Parce que là, quel test utiliser si on est devant un cas grave? Parce que dans nos pays, je pense que les gens ne viennent pas forcément consulter ni se faire consulter dans les hôpitaux que seulement avant de mourir. Et là, sûrement, il y a risque que le virus n'est plus là. Et là, il nous faut vraiment des orientations par rapport à ça, une formation pour les cliniciens pour vraiment chercher quel test indiquer sur quelles circonstances. À vous. D'accord, je vous remercie beaucoup, Dr Swafi. Je vous rappelle que vous êtes au Centre Pasteur, donc à l'Institut Pasteur de Madagascar. Et en ligne, donc, notre expert virologue, le docteur Miguel Makoa, nous a joint donc depuis l'Afrique du Sud. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Free State à Bloemfontein, en Afrique du Sud. Il est vraiment intéressé dans les questions du Covid. J'ai tenu à ce qu'il soit dans cette panel pour, en quelque sorte, répondre à des questions les plus difficiles en ce qui va concerner donc tout ce qui est recherche, ce qui est lacune en recherche et ce qui est vraiment, comment dirais-je, les côtés des opportunités donc, dans cette recherche-là. Docteur Magua Nickel, qu'est-ce qu'on doit savoir à propos donc de COVID-19? À vous. Merci, Dr Palmer. Je vous ai écouté depuis le début, mais j'étais participant. So, j'ai suivi toutes les discussions et je ne vais pas ajouter sur ce que le docteur Elongo a déjà dit. Sur le plan scientifique, le petit problème que j'avais avec les données en Afrique du Sud, c'était déjà qu'il y a tellement de différences sur le nombre de tests par jour. Bien qu'on nous a annoncé
il y a plus de 2 semaines qu'on était capable de faire 30 000 tests par jour. Mais je ne pense pas que nous avons déjà fait 10 000 tests par jour. Et le nombre fluctue tellement entre 1000 et 5000. Et dans les médias, la plupart des temps, on voit, OK, il y a eu plus de cas positifs aujourd'hui, mais personne ne se demande combien ont été testés. Je crois que je vois un peu de lacunes là. Il faudra qu'on soit un peu plus consistant sur le nombre de tests que nous faisons par jour. Et vraiment, si nous avons vraiment des tests mobiles, nous serons capables de faire plus de 5000 tests par jour. Je ne suis pas très au courant de ce qui se passe dans les villages actuellement, mais je pensais que tous les tests se faisaient en ville. J'ai été informé par le docteur Ilongo qu'ils allaient dans les villages. Je ne sais pas si c'est pour faire des tests ou c'est pour collecter des échantillons. J'aimerais avoir une réponse là-dessus. Avant d'avoir donc votre réponse, il y a des questions aussi que je me dis peut-être vous avez une idée. En fait, la question, c'est de savoir, et ça vient de François Chimou. Chimou demande à savoir, est-ce qu'avec apirivine, s'il te plaît, on a déjà commencé les essais cliniques? Ils ont été annoncés, ils vont commencer probablement le mois prochain. J'ai aussi vu à la télévision. C'est confirmé, il y a des régulations qui doivent être prises en compte ici. Mais hier aussi, avant le discours du président, j'ai vu à la télé que tout est calé et que les tests commenceront bientôt. En fait, il voulait également savoir, si oui, donc, quel est le protocole qu'on est en train de vouloir utiliser? Moi, personnellement, je ne suis pas impliqué dans les tests cliniques, donc je n'ai pas cette information, mais je pense que le protocole est déjà sur clinical.org, clinicaltrials.org. Si vous allez dans le site web, vous allez avoir toutes les informations. Merci beaucoup, Dr Magoa Niguel, pour ces interventions-là. Est-ce que vous avez d'autres, parce que j'en ai une série de questions qui m'est arrivée aussi, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Oui, je pense que sur le plan scientifique, nous avons besoin de faire plus de tests. Je crois que les gens, la plupart des chercheurs continuent à chercher des méthodes plus rapides. Certaines personnes pensent que les tests sérologiques pourront aider. Ce n'est pas évident de faire des tests sérologiques très rapidement pour le coronavirus. Mais on espère que nous pourrions tester la population plus rapidement. Surtout faire des tests de masse. Parce que là, nous savons qu'il y a un pourcentage de la population qui même s'ils sont infectés, ils vont guérir et on ne saura jamais qu'ils ont été infectés par le virus. Mais est-ce que dans ce cas, Dr Niguel Magoa, est-ce que dans ce cas, ce ne serait pas donc les tests anticorps qui sera les meilleurs à mettre en place maintenant pour savoir? Oui, on a besoin des tests anticorps, mais on a aussi besoin des antigen ELISA. Antigen ELISA sera pour la phase, pour le début de l'infection. Ça veut dire ça pourra complémenter la PCA qui ne peut pas aller dans les villages. Si on peut faire des tests qualitatifs rapides où on capture l'antigène, ça pourra vraiment aider, mais ce n'est pas des tests qu'on fait très facilement. Ce n'est pas des tests qui sont faciles à mettre en place. Ça demande beaucoup de travail. Mais au moins, si on pouvait déjà avoir des tests sérologiques fiables qui pourraient déjà aller tester la population de masse, juste aller, dans le cas de l'Afrique du Sud, aller dans les bidonvilles où la population est grande et c'est difficile de faire un confinement, comme le docteur Ilongo a dit, et qui sont vraiment de la population à risque à cause du taux élevé du VIH. Donc, je pense que le gouvernement fait assez et je pense qu'il y a des possibilités de faire un peu plus, ce qui sera fait probablement dans les jours à venir parce que le gouvernement est en train de injecter environ 25 milliards de dollars pour supporter la santé et l'économie.
L'autre question qu'on m'a posée vraiment, c'est est-ce qu'on connaît une moyenne qu'on peut mieux préparer notre communauté face au cas où on puisse avoir un vaccin futur? Et surtout le diagnostic, comme on sait comment ça se passe à l'heure actuelle, avec beaucoup de malentendus sur ces différentes stratégies-là. Est-ce que vraiment, au niveau de vos différents pays, quelle est la stratégie qui a été faite pour préparer bien notre communauté, nos différentes communautés à recevoir ces outils-là? Pour le vaccin au cas où ça arrive, pour le diagnostic, surtout les trucs nasales. Et là, celui qui est prêt, est-ce que Trésor? Oui, je suis là. DRC, parce que vous en avez beaucoup parlé sur la préparation de communauté. Oui, il faut dire que les dernières déclarations sur une chaîne française de 2 chercheurs français ne nous ont pas beaucoup aidés parce qu'il y a eu cette réaction d'hostilité de la part des différentes communautés africaines à travers le monde. Et c'était beaucoup de maladresse. Malheureusement, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a dans la communauté en Afrique beaucoup de suspicions, beaucoup de théories de complot et même de l'hostilité vis-à-vis de la question du vaccin. Et de toutes les façons, je pense qu'en tant que scientifique, on a à descendre au niveau de nos frères et sœurs pour répondre à leurs préoccupations. Ils ont le droit de poser les questions, hein. D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas négatif dans la mesure où il y a cette vigilance citoyenne, la société civile en Afrique qui se met debout et qui veut comprendre les choses avant d'engager tout le monde là-dedans. C'est quelque chose de positif, hein. J'ai parlé tantôt de l'engagement communautaire, parce que si l'on veut réussir dans toutes les interventions, qu'elles soient vaccination ou autres, il est important que nos populations ne soient pas les objets de cette intervention, mais en soient les sujets, qu'ils en soient des acteurs consentants, avisés et même avertis. Donc, on doit leur répondre. C'est vrai que jusque-là, rien n'est fait concrètement, de manière officielle, pour sensibiliser la population. Ce qui est fait, ce n'est qu'au niveau des gestes barrières et autres mesures d'hygiène, hein, que l'on essaye de distiller dans la communauté pour que chacun se protège et protège l'autre. Mais par rapport à la préparation de la communauté à recevoir, je crois qu'il faut que nous puissions nous engager là-dedans. On essaie déjà de faire quelque chose au niveau des différentes plateformes où nous sommes intervenants, sur les réseaux sociaux, dans différents groupes WhatsApp. Chaque fois que nous avons l'opportunité d'éclairer l'opinion sur l'importance du vaccin et de la vaccination, nous n'hésitons pas à le faire, quoi. Et donc, même là, maintenant, on est disposé à répondre à des questions spécifiques et même des inquiétudes précises par rapport à cette question du vaccin et de la vaccination. D'accord, merci beaucoup. Dr. Yagansane. Depuis là, j'ai essayé de joindre, je me suis rendu compte que j'avais été mis en sourdine. Effectivement, par rapport à cette question effectivement, des essais cliniques ou surtout des essais cliniques vaccinaux qui pourraient venir, il faut forcément s'attendre à cela parce qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui en termes donc, de recherche du vaccin disponible. Et effectivement, cette polémique effectivement, qui a été créée durant cette épidémie n'est pas aussi nouvelle. Il faut dire effectivement que la perception également aussi des populations par rapport aux essais cliniques aussi ne change pas. C'est-à-dire que la perception qu'ils ont, qu'ils soient en fait des cobayes pour un griffe encore pour aujourd'hui. En réalité, c'est pas manque d'information. Parce que moi, j'ai fait juste un petit travail qui, effectivement, pour voir un peu la contribution, en fait, la répartition des essais cliniques un peu sur le continent. Et l'Afrique est vraiment le continent le plus en retard dans ce sens-là. Ça veut dire que s'il y a des populations aujourd'hui qui sont utilisées donc, comme en griffe de cobayes, c'est beaucoup plus de populations européennes et des populations américaines, mais moins de populations africaines. En Afrique, on recense aujourd'hui sur clinicaltrial.gov autour de 6 000 essais cliniques, mais lorsque vous regardez un peu sur les 6 000 essais cliniques, près de 80-90% c'est en Afrique du Sud et en Égypte. Le reste, c'est vraiment réparti de façon un peu disparate entre les différents pays. Donc, effectivement, c'est une problématique qui ne se pose même pas seulement dans le cas de cette épidémie, parce que si toutefois il y a un vaccin, et ça c'est dans toutes sortes d'essais cliniques, vous êtes obligé de préparer la communauté.
obligé de préparer la communauté pour donc introduire ce vaccin. Ça, c'est vraiment une exigence donc réglementaire. Donc, moi, je me dis quelque part que, bon, avec le temps, certainement, il y a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de polémiques qui vont s'éteindre eux-mêmes au vu donc des informations que la recherche aura. Et deuxièmement, également aussi, il apprendrait effectivement à ceux, les acteurs du monde de la recherche, de effectivement prendre cela en compte comme un facteur de risque. Voilà, dans le risque management lié donc à la communication, qui prend cela effectivement comme un risque majeur et de trouver effectivement des solutions pour faire en sorte effectivement que les personnes aient confiance au travail effectivement que les chercheurs font en Afrique et qu'ils se disent également que ceux qui le font également pour le bien et non pour nuire. Je voulais rebondir effectivement à une question qui a été posée concernant l'obésité. Il faut dire effectivement qu'il y a un lien qui a été établi, hein, parce que dans la cohorte française, ils ont noté effectivement que plus de 47% effectivement des sujets infectés étaient obèses. Et que cela semblait être lié effectivement aux morbidités liées en fait à l'obésité. Donc, c'est cela qui fait effectivement qu'ils sont un peu plus à risque de développer effectivement des formes graves, parce que les personnes obèses sont censées développer le diabète, ainsi de suite, pathologie respiratoire. Donc, cela peut expliquer le fait que donc, le diabète soit vu, et plutôt l'obésité soit vue également comme ça, comme un facteur de risque, même si peut-être qu'il y passerait certainement par certains facteurs pour agir. Et il y a une question qui m'a été posée sur le Burkina Faso. Comment est-ce qu'on allie en fait la réponse et la réponse humanitaire? Et je pense effectivement que c'est certainement qui fait allusion à la situation également du tourisme que nous vivons. Et cela est très important effectivement dans la mise en place d'un plan de riposte. C'est-à-dire que lorsque vous faites ce qu'on appelle une analyse des risques, dans un pays où il y a le terrorisme, où il y a les situations humanitaires, vous ne pouvez pas avoir en fait la même riposte que dans un pays où vous n'avez pas. Donc, pour le cas du Burkina Faso, effectivement, nous avons deux régions effectivement qui sont vraiment attaquées. Et il se trouve effectivement que ces deux régions, ce qui s'est passé, c'est que le plan national qui a été développé était vraiment un plan national, c'est lui de base, mais il a été demandé effectivement à toutes les autres régions sanitaires donc, de développer un plan en se basant effectivement sur les réalités locales. Donc, c'est ce qui effectivement que les uns et les autres ont fait et certainement ils ont pris en compte pour le moment la question humanitaire. Pour le moment, et dans les centres, comment dirais-je, plutôt les camps humanitaires, pour le moment, on n'a pas encore noté des cas. Mais on a noté des cas dans certaines régions, effectivement, qui sont impactées par le terrorisme, mais ce ne sont pas en population, c'est beaucoup plus dans des mines qui sont dans ces régions. Donc, c'est beaucoup plus localisé. Donc, voilà un peu ce que je voulais donc répondre par rapport aux différentes questions. Et pour terminer, justement, par rapport à la répartition par tranche, effectivement, chez nous, c'est 30-44 ans. Mais je veux dire peut-être que quelque part ici, en fait, peut-être qu'il faudrait un peu lier cette répartition aussi à la pyramide de l'âge en Afrique de façon générale. Parce que nous n'avons pas la même distribution des populations selon que nous sommes donc, en Afrique et en Europe. Donc, certainement qu'il doit y avoir une certaine relation entre la tranche d'âge élevée donc de 30-44 ans et la distribution donc, des tranches d'âge sur la pyramide des âges un peu en Afrique. Merci beaucoup. Ça, c'est très édifiant, vraiment. Je crois que vous avez touché sur le point, sur ce que j'avais comme préoccupation, mais je voulais vraiment avoir votre input de tous les panélistes sur ces questions-là pour la distribution. Mais on va prendre Dr Daouda. Le professeur Minta, est-ce que c'est possible qu'il puisse vraiment nous donner son intervention maintenant? Le professeur Minta? Quelle est la situation au Mali? Tout à l'heure, on m'a signalé que le professeur Minta avait assez de problèmes. Et l'une des questions aussi donc, qui m'avait été posée, pensez-vous que le paludisme pourrait être un facteur de protection contre le COVID-19? Docteur Mako Aniguel. Docteur Palmer, la question c'est, pensons-nous que le paludisme pourrait être un facteur de protection contre le COVID-19 en Afrique? Je pense qu'on ne peut pas, je ne pense pas que le parasite du paludisme a un cycle de vie ou des protéines similaires à celui de SARS-CoV-2.
Directement, je ne vois pas en quoi, comment avoir du paludisme pourra protéger contre le virus. D'accord. Si vous voulez parler en termes de médicaments consommés en Afrique, parce que nous consommons des médicaments du palu constamment, si c'est dans cette direction que la question allait. Bon, docteur Zakaria Gansane peut-être a un autre point de vue. Hein? Docteur Zakaria Gansane, s'il vous plaît. Allô, docteur Gansane? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous attend maintenant, vous êtes muté. Ok, donc, en fait, moi je pense que l'association Covid et puis le paludisme, il faut vraiment la prendre un peu également aussi en compte dans cette crise parce qu'il a souligné effectivement un aspect qui est très important. Donc, vous savez, il y a une panoplie de médicaments aujourd'hui qui sont en train d'être testés sur le virus. Je pense que c'est une très belle stratégie qui a été utilisée. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher d'autres médicaments, on essaie d'abord de voir les médicaments que nous avons. Est-ce qu'il n'y a pas des médicaments qui sont actifs, en tout cas in vitro, sur le virus? Donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que ces médicaments contre la chloroquine, récemment, l'ivermectine, ont été effectivement on pouvait en tout cas une certaine activité antivirale au laboratoire. Mais l'aspect consommation des médicaments en Afrique lié au paludisme, vous savez qu'il y a beaucoup d'automédication. Est-ce que, quelque part, si toutefois il y avait une certaine efficacité de certains médicaments antipaludiques contre ce virus, est-ce que, en fonction donc de nos comportements en termes de consommation de paludiques, est-ce que cela pourrait peut-être expliquer un peu le fait qu'en Afrique, on a moins de cas comparativement, comment dirais-je, en Europe. C'est vraiment des hypothèses que certaines personnes comme ça ont émises, mais je pense que cette relation, il faudrait effectivement l'étudier pour voir effectivement s'il y a vraiment des relations à se pousser sur cette question. Allô, vous êtes... D'accord, oui, d'accord. Merci beaucoup, docteur Gansane. Et je crois que ce que vous êtes en train de dire, sur le plan de la recherche, parce que nous aussi, moi aussi, je suis impliqué dans cela. En fait, si vous regardez vraiment l'arrivée, donc comment est-ce que, au moins avec les hypothèses qui sont mises là dehors pour le COVID-19, le spike protein avec les pneumocytes de type 2, avec le cytokine storm qui arrive souvent lorsque donc, les macrophages sont les cellules impliquées en premier lieu, on s'est dit que si un macrophage est déjà infecté par le parasite du plasmodium, donc le falciparum par exemple, il y aura donc cette accumulation dans des hémozoïnes et peut-être dans ces macrophages-là qui sont beaucoup plus bourrés d'hémozoïnes ne vont pas agir de la même manière pour ne serait-ce que déclencher le système immunitaire avec donc, tous ces cytokines-là qu'on va attendre les sécrétions de la même manière que celui qui ne sera pas déjà infecté par, non, bourré avec donc l'hémozoïne. Peut-être, si on regarde dans cet axe-là, ça peut répondre à cette question. Mais ça, c'est des questions de recherche de base qui peuvent peut-être aider. Mais on a une question, autre question. Ou bien, est-ce que quelqu'un voulait encore mettre le point sur les i sur cette question de palu et le Covid? Oui, je vais juste ajouter un élément à ce que Dr Zakaria dit si brillamment. Il faut dire quand même que les hypothèses sont parties d'un constat, hein, parce que les hécatombes et les prédictions apocalyptiques en rapport avec le COVID-19 en Afrique semblent ne pas se vérifier totalement. J'étais en train de revoir les rapports de l'OMS, les rapports journaliers sur la sécurité COVID-19. Je me rends compte qu'à peu près à la même période de l'épidémie, l'Italie avait déjà 1268 décès, quoi. Alors que dans des pays africains pris individuellement, vous n'avez pas cette proportion de décès. Alors les gens ont commencé à émettre des hypothèses. Est-ce qu'il n'y avait pas des facteurs en Afrique qui pouvaient être une forme de protection naturelle contre le COVID-19, ne serait-ce qu'en termes de moins de sévérité de la maladie ou moins de létalité? C'est ainsi qu'il y a eu des hypothèses en rapport avec la vaccination. Est-ce que le BCG ne protège pas? Est-ce que le vaccin anti-polio oral ne protégerait pas? Est-ce que les populations africaines déjà exposées aux antipaludiques, dont la chloroquine, n'auraient pas été ainsi
protégés étaient sous une forme de chimioprophylaxie qui fait qu'ils ne connaissent pas le même nombre de cas ou le même nombre de décès que dans les pays européens. C'est dans ce sens-là vraiment que les hypothèses ont commencé à fusionner, à fuser de partout, et entre autres, les rapports entre l'exposition aux antipaludiques et la protection contre le COVID-19. Mais ce ne sont que des hypothèses, comme ça a été dit. Jusque-là, il n'y a aucune évidence scientifique. Les scientifiques sont en train de creuser pour avoir des évidences là-dessus. Voilà. Bonjour, merci beaucoup, Dr Bojik. Je crois que ça, c'est une... Parlant donc de bonnes pratiques, puisque vous avez touché sur ce domaine-là, je ne crois pas qu'on va pouvoir avoir le professeur Minta encore, mais s'il peut même répondre à des questions qui arrivent, parce qu'il y a les bonnes pratiques sur les masques. Vous avez parlé des masques dans vos différents pays, et le port des masques est déjà obligatoire, par exemple, au Cameroun, mais on sait qu'il y a encore les bonnes pratiques à appliquer. Est-ce que quand on voit quelqu'un qui a le masque, après, il le fait tomber, est-ce que les bonnes pratiques ne se demanderaient pas qu'on laisse le masque pencher soit du côté d'une oreille quand on veut parler? Quelles sont les bonnes pratiques qu'on doit vraiment adopter avec cette histoire des masques pour une efficacité? Soit bon, allô? Oui. Oui, déjà, il faut dire que le masque ne doit pas être pris comme une intervention isolée. Il vient en complément à toutes les autres mesures en rapport avec la distanciation physique, les gestes barrières, ainsi de suite. Parce que le port du masque en lui-même ne confère pas une véritable protection. Donc, porter le masque, c'est bien, vous vous protégez vous-même et surtout vous protégez les autres, mais en même temps, il faut continuer à appliquer les mesures d'hygiène, se laver régulièrement les mains avec le savon, quand il n'y en a pas, utiliser les gels hydroalcooliques, garder ces distances d'au moins 1 mètre ou d'au moins 2 mètres selon les contextes et selon le pays dans cette distanciation physique, rester à la maison au maximum et sortir que quand c'est indispensable. Je pense donc que l'intervention en rapport avec le masque doit être mise dans le contexte de cet ensemble, cette batterie de mesures, et on ne doit pas l'isoler. Il ne faut pas que le port du masque vous donne une fausse sécurité et vous des armes par rapport aux autres mesures à prendre. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Non, j'adore votre manière de dire qu'il n'y a pas un one size fit all, donc on ne peut pas seulement compter sur le masque. Soafa, est-ce que le port de masque à Madagascar, ça se passe comment? C'est obligatoire? Ok, merci pour la question. Madagascar. Le port de masque sera obligatoire à partir de lundi prochain. Du coup, la compréhension de la population par rapport à l'utilité de porter des masques est très insuffisante, je pense. Et je crois que malgré tous les efforts sur l'utilité de tous les autres gestes barrières, la population semble ne pas comprendre qu'il y a vraiment des risques, que le virus est déjà là, etc. Oui, ça va être obligatoire à partir de la semaine prochaine, mais bon, je crois qu'il y a des efforts à faire sur le plan éducation populationnelle, et c'est vraiment ce qui manque dans notre population, c'est cette compréhension de tous les messages et de l'assimiler pour soi-même. D'accord. Et docteur Longo-Fricks, il y a une autre question qui vient d'être jointe là, à ça. Est-ce que le port de gants par la population est une bonne chose? J'ai presque la même réponse comme docteur Trésor. Parce que c'est bien de porter les gants, mais on ne peut pas utiliser le gant seulement. Il y a des mesures et on ne peut pas se laver les mains avec le gant. Donc, quand on porte le gant, on peut se dire qu'on est protégé, mais il faut... Bon, je pense que ce n'est pas bien de la population de porter les gants. Donc, les scientifiques
les personnes de laboratoire, les médecins doivent porter les gants quand ils travaillent avec les patients, mais à la population, je ne pense pas que c'est... Il faut porter les gants si on part dans le public, au marché, mais on ne peut pas se laver les mains avec les gants. Donc, c'est mieux de ne pas porter. D'accord. Merci beaucoup, Zakaria Dansane. On va demander à professeur Daouda de se déconnecter et de se connecter encore. Oui, Zakaria. Non, je pense que cette question du débat donc, des masques, c'est ce qu'il est en train de dire vraiment. Et des gants, je dis que bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu une mesure effectivement qui dit qu'il faut porter des masques dans le cadre donc, des mesures collectives. Les gants, on sait à quel moment elles sont réservées. Vous savez qu'effectivement, même dans le cadre donc, de cette maladie, la gestion par exemple des corps, des décédés. Vous savez que nous avons des habitudes au niveau donc, africain, il faut le lavage par exemple des corps. Donc, en ce moment, effectivement, dans les procédures, le port du masque est obligatoire pour ceux, par exemple, qui veulent, les communautés, par exemple, qui veulent, par exemple, manipuler, par exemple, les corps. Et je sais que chez nous, ici, déjà, le comité de l'Holocauste a déjà briefé déjà les communautés, que ce soit religieuses, musulmanes, chrétiennes, sur, effectivement, comment laver les corps et surtout les dispositions à prendre pour se protéger. D'accord. Au port des masques, je dis que le débat qu'il y a aujourd'hui encore, il faut le dire, hein, c'est la question des masques alternatifs. Vous savez que le monde aujourd'hui, nous faisons face effectivement à une rupture des masques à l'international. Donc, il y a des initiatives qui ont été prises même dans les pays européens donc, pour des masques alternatifs, donc notamment des masques en tissu. Chez nous ici, effectivement, au Burkina Faso, c'est vraiment en train de prendre vraiment de l'ampleur. Et le gouvernement même s'est engagé sur cette voie. Et en Côte d'Ivoire, effectivement, j'ai vraiment vu que l'armée s'est mis effectivement à produire donc ces gants alternatifs faits à base de tissu. La vraie question qui est là, en fait, ici, c'est les capacités donc, de filtration. Vous savez que même les masques médicaux, les masques chirurgicaux que nous vendons, FFP2, FFP1, ils sont classés en fonction de leurs capacités donc, de filtration. Donc aujourd'hui, l'effort, c'est de vraiment travailler à faire en sorte qu'on puisse trouver des tissus qui ont vraiment une bonne capacité de filtration et qui peuvent effectivement permettre de réduire un tant soit peu la charge en fait de ce virus un peu dans l'environnement, dans l'air. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, on ne dit pas effectivement que ces masques certainement sont moins efficaces que les masques ordinaires et les masques médicaux, mais ce qui est à l'étude, c'est que c'est l'impact potentiel sur la diffusion, la propagation du virus dans l'environnement. Et on s'est dit que si effectivement, si les gens se portent des masques, soit des masques modernes ou alternatifs, cela peut effectivement jouer effectivement sur la charge du virus donc dans l'environnement et par là effectivement réduire donc les risques de propagation et de contamination des populations. Merci beaucoup, Dr. Dansane. Merci pour ces interventions, je dirais, critiques. Il y a beaucoup de questions intéressantes. Est-ce qu'il y a eu des études qui minent COVID-19? Pas vraiment à ma connaissance, parce que bon, je comprends un peu la question, parce que vous savez que les populations également aussi ont l'habitude de faire également souvent des confusions entre des médicaments comme la chloroquine, la quinine, ainsi de suite. Mais pour le moment, je sais qu'il y a des médicaments beaucoup de médicaments qui ont été testés donc aussi sur en laboratoire. Et pour le moment, je n'ai pas entendu donc une certaine activité virale de la quinine donc contre ce virus. Donc, comme je l'ai dit précédemment, l'ivermectine, l'oxychloroquine, l'activité antivirale in vitro a été donc démontrée. Donc, pour la quinine, je n'ai pas connaissance, à moins que le Trésor ait connaissance donc, de ce genre d'études, mais ce que je sais, je n'ai pas encore vu une étude donc, disant effectivement que la quinine a une activité donc, sur le virus. Je pense que c'est par analogie qu'effectivement que les gens font la confusion, chloroquine tout à la quinine. Donc, si la chloroquine marche, c'est qu'effectivement, la quinine également devrait marcher. Mais pour le cas de la quinine, en tout cas, on n'a pas encore trop d'informations à ce niveau. D'accord. Oui, si je peux ajouter un élément là-dessus. Effectivement, Oui. c'est les fruits de l'extrapolation. Hein. Depuis que le professeur Raoul s'est rendu célèbre avec son protocole à la chloroquine, les gens pensent que tous les antipaludiques peuvent avoir une certaine action sur les SARS-CoV-2. Et même dans nos recettes locales qui sont annoncées, vous verrez que beaucoup de recettes commencent à tourner autour des médicaments connus comme antipaludiques. Même les produits de Madagascar et même ici chez moi au pays en RDC, c'est vraiment partie de cette annonce que l'hydroxychloroquine, la chloroquine des antipaludiques serait efficace.
Alors, les gens pensent que les autres antipaludistes peuvent l'être aussi. Mais à ma connaissance, comme l'a dit Zakaria, il n'y a pas d'études spécifiques par rapport à l'action antivirale de la quinine, notamment sur le SARS-CoV-2. OK. Et je vous rappelle que Sangalo vient de nous compléter sa question. Et je crois que c'était une proposition qu'il voulait faire par rapport au masque. Est-ce qu'on ne peut pas demander à nos agences de normalisation donc de proposer des normes pour le cas là? Et il dit que c'est le cas déjà du Burkina Faso. Effectivement, il y a une norme qui a été donc éditée par l'ABNORM, donc l'agence locale de la normalisation, qui s'est donc inspirée un peu de la norme française AFNOR, pour donc éditer donc nos normes par rapport donc et aux masques. Et ils ont même des possibilités effectivement pour tester la qualité donc, des masques à leur niveau. Ils ont même pas mal d'outils effectivement qui leur permettent de mesurer ce des paramètres donc, à ces masques. Je pense que la réponse donc, à cette épidémie en Afrique, il y a lieu vraiment d'aller vraiment dans ce sens-là parce que lorsque vous regardez un peu le port des masques obligatoires, vous prenez une population par exemple, je dis, au Burkina Faso, nous sommes autour de 20 millions, 25 millions d'habitants. S'il faut le port obligatoire du masque, pour le pays. Donc, je pense là-bas, c'est vraiment des 10 millions. Cela veut dire que si nous voulons aller avec les masques classiques, nous sommes à 10 millions environ par jour, parce que ce sont des masques à usage unique. C'est environ 10 millions par jour. Donc, par mois, vous n'avez pas moins de 300 à 400 millions de masques qu'il faut commander. Donc, à l'instant où nous parlons, il n'est pas aisé effectivement pour les pays d'avoir des grandes quantités. Vous savez ce qui s'est passé par rapport à la distribution des masques dans le pays. Il y a des pays aujourd'hui qui ont effectivement interdit à les industriels donc d'exporter les masques parce qu'il faut d'abord les distribuer d'abord pour la population. La France a dû réactiver pas mal d'industries donc qui travaillent dans ce sens-là pour les faire fonctionner 24 sur 24. Idem pour le Maroc. Donc je pense que pour les pays donc vraiment à ressources limitées comme le nôtre, c'est vraiment des alternatives. Vous savez qu'on travaille effectivement à avoir des masques vraiment de qualité assez supérieure qui puissent quand même permettre de réduire un peu et comme je l'ai dit la charge virale donc dans l'environnement. C'est ce qui peut peut-être être profitable en termes de réduction donc, de la propagation et donc de l'incidence de cette maladie. Merci, Miguel. Docteur Makoa, vous êtes encore là? Oui, docteur Palva, je suis là. Alors, une question qui va s'ajouter sur les deux autres, la chloroquine, non, la quinine et le palu, le port des masques obligatoires. Au Cameroun aussi, on vient d'ajouter un autre complément et ces compléments-là, c'est de faire des tests dans la communauté. Donc, sachant que, ça la question vient de je ne sais pas qui encore, mais sachant donc la question qu'elle pose, sachant qu'un test négatif d'une personne aujourd'hui peut se révéler positif le lendemain, est-ce que le manque de moyens, c'est une stratégie vraiment que vous allez encourager un gouvernement de faire? Est-ce que le manque de moyens? En fait, le manque de tests, si on doit tester tout dans la population générale, sachant qu'un test aujourd'hui négatif pourrait même être positif le lendemain. La discussion qui se pose dans le monde du diagnostic aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne peut pas combiner les tests? Parce qu'il y a des études qui ont déjà montré, des chercheurs qui font des études sur des tests sérologiques ont prouvé déjà en laboratoire que les tests sérologiques seraient un bon complément pour les tests PCR parce qu'ils ont déjà constaté en laboratoire qu'on peut avoir des cas négatifs qui sont en fait positifs. Ben, maintenant, ça dépend. Un pays comme le Cameroun, ça dépend de son niveau d'infrastructure. Il faudra déjà avoir des moyens pour pouvoir acquérir tout ce matériel. Et surtout si on voudra tester la population. À ce moment, nous n'avons pas les moyens de tester la population en général. Je pense qu'à ce moment, on est concentré sur les personnes qui présentent des signes, qui présentent comment on dit, des symptômes. Et si les tests, si on peut montrer que ajouter des tests sérologiques en complément des tests PCR va augmenter la détection des cas positifs, alors je pense que c'est la direction à prendre.
mais à ce moment, nous n'en sommes pas à cette situation. Je crois que les États-Unis ajoutent déjà des tests sérologiques dans leur protocole, mais je ne pense pas que nous sommes déjà à ce niveau. Pour les masques et pour la chloroquine, le débat sur la chloroquine est vraiment, c'est un débat vraiment compliqué parce que nous n'avons pas encore des résultats concrets d'une étude qui nous dit que vraiment il faut aller pour la chloroquine. Et pour ajouter sur ce que Trésor a dit, si on se base sur le fait que les Africains utilisent les antipaludéens comme la chloroquine, mais je pense que la chloroquine avait été retirée des marchés depuis. Plusieurs pays n'utilisaient plus la chloroquine. Je ne pense pas que ça devrait être une base pour dire que les Africains sont plus résistants parce qu'ils prennent la chloroquine. Combien de personnes prennent la chloroquine en Afrique? Mais Dr Makwa-Miguel, est-ce que ce retirement, la rétraction de la chloroquine était parce qu'elle ne répondait plus à son efficacité contre le paludisme? Pas, Correct. à ma connaissance, parce que ça, à cause de ces side effects, si vous voulez, des effets néfastes. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, je comprends, je vais juste te dire, parce qu'il y a une question qui arrive ici, disant qu'il y a déjà les effets donc, indésirables qui se vu déjà, ça se voit déjà avec les tests de l'hydroxychloroquine. Et la question, c'était de savoir qu'en est-il dans le cas? Qu'est-ce que le panel peut donc donner comme conseil? OK. Parce qu'il dit que dans les essais de Discovery, l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour ces patients-là se voit déjà qu'ils développent les complications. Bon. Mais je pense que ces complications ont toujours été là. Tout médicament a des effets secondaires. Je pense que la chloroquine n'est pas une exception. Il y avait déjà des effets secondaires parce qu'il est un médicament, mais il avait été approuvé et il était bien utilisé. Je ne pense pas qu'on doit se focaliser sur ces effets secondaires en ce moment. On doit se focaliser plus sur ses effets contre le virus. S'il a des effets contre le virus, ben pourquoi pas? D'accord. On a un participant qui peut-être va édifier, le docteur Benjamin Hassani, je crois, qui nous joint à l'instant même et voudrait absolument faire donc son point. Docteur Benjamin, je vais vous donner la parole d'être bref and straight to the point, comme on dit en anglais. Il faut d'abord unmute votre micro. Voilà, à vous. Je voulais juste ajouter quelque chose sur ce que le Dr Gauthier a dit, parce que je suis médecin congolais, bien que je travaille au Rwanda. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement de la province du Nord Kivu a déclaré guéri tous les cas qui étaient enregistrés au sein de la province. Parce que lorsqu'il a fait les sommaires, la présentation sommaire, il a parlé qu'il y avait des cas dans les provinces et il a cité le Nord Kivu et le Sud Kivu. Alors, je voudrais ajouter cette information que tous les cas dans la province du Nord Kivu sont guéris. Et au Sud Kivu, il y a déjà 3 cas guéris. Et dans les 2 provinces, il n'y a aucun cas de décès qui a été enregistré depuis le début de cette crise de la pandémie du Covid-19. D'ailleurs, une autre particularité, c'est que la province du Nord était en confinement. Excusez pour le bruit, oui. Et on a déconfiné en fait la province. Alors, je ne suis pas là. Ma question maintenant, c'est que nous sommes ici, c'est comme je suis en train de suivre les partenaires apparemment et la plupart des contributeurs ou ceux qui interviennent à cette séance sont africains. J'ai beaucoup plus attendu que nous puissions concentrer nos apports par rapport à l'Afrique. Bien sûr que c'est une pandémie, c'est une situation sanitaire d'allure mondiale, mais je voudrais plutôt que à chaque fois qu'il y ait des séances comme ça, on puisse un peu concentrer les éminences dans nos idées, nos contributions par rapport à ce qui est fait en Afrique.
par rapport aux réalités en Afrique et qu'est-ce que nous pouvons faire. Il y a la consoeur qui a contribué, qui est d'ailleurs, qui s'est présentée et a dit qu'elle travaille pour le laboratoire David Pasteur, elle est malgache, mais apparemment, il ne semble pas maîtriser le protocole qui a été publié récemment au Madagascar. Moi, je me dis, nous sommes quel type d'Africains, quel est l'avenir que nous donnons à l'Afrique demain? Nous devons chercher à construire un avenir de chercheurs, de spécialistes africains et qui, au besoin, mettent l'intérêt de l'Afrique en avant. C'était juste une interpellation. Et ma question, c'est qu'est-ce que nous pensons du protocole, par exemple, du Madagascar? Il ne suffit pas de dénoncer qu'il n'a pas respecté ceci, qu'il n'a pas fait cela. Qu'est-ce que nous pensons de ces protocoles-là? Est-ce que nous pouvons, nous, pays africains, essayer de quelque chose par rapport à ces protocoles? Voilà une question que j'avais. S'il y a quelqu'un qui a l'idée, merci beaucoup. Merci. Si docteur Assané. Je peux placer un mot? Oui. Oui, le confrère a raison effectivement quand il dit qu'il n'y a plus de cas actifs dans le Nord Kivu. Mais quand on fait le sommaire statistique, on comptabilise tous les cas qu'il y a eu, y compris les cas guéris. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus de cas actifs dans les Nord et les Sud Kivu, à ma connaissance. Maintenant, quand il dit, et il a raison, que l'on devrait se concentrer sur les initiatives africaines, comme au Madagascar, il n'a pas tort, mais comment voulez-vous qu'on critique un document qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas lu? Il appartient à ceux qui disent que ces produits ont des effets bénéfiques de nous montrer comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion en partageant les protocoles qui ont été utilisés. Aujourd'hui, la recherche clinique, elle est transparente, hein, elle ne se fait pas entre les quatre murs, ce n'est pas d'une maison et après vous publiez seulement. Vous devez expliquer au monde comment vous avez procédé. Ce n'est qu'en lisant ce protocole qu'on pourra émettre, je ne sais pas, des critiques objectives et constructives. Quand on n'a pas ces documents, c'est normal que l'on soit réservé. Ce n'est pas que l'on rejette en bloc, mais on a le droit d'être réservé quand on n'a pas des éléments clairs et précis sur lesquels on peut tabler. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, je peux ajouter quelque chose? S'il vous plaît, docteur Soafai, ça vous regarde directement. Oui, je reviens sur l'utilité des possibles dépistages systématiques dans la population. Comme on a dit tout à l'heure, oui, un résultat PCR négatif aujourd'hui pourrait être positif demain. C'est dans la situation actuelle, il y a vraiment une carence alarmante d'informations, même chez les praticiens. Ceux qui essaient d'aller rechercher les individus, on ne sait pas qui, mais pas les patients en tout cas, et qui demandent des tests. C'est dangereux, à mon avis, parce que ça donne un résultat négatif aujourd'hui, ça donne un sentiment un faux sentiment d'être protégé ou je suis négatif aujourd'hui, donc je pourrais être encore négatif pour une population comme une population malgache. Je ne pense pas que les gens puissent connaître l'interprétation de ces résultats aujourd'hui négatifs. Beaucoup demandent une attestation de la part du laboratoire, comme quoi ils ont fait un test il y a 15-20 jours parce qu'ils voudraient revenir travailler, ils voudraient rejoindre leur société pour reprendre leur travail. C'est dangereux parce qu'ils ne prennent plus conscience de la nécessité de prendre toutes les mesures de précaution, de distanciation sociale et tout ça parce qu'ils annoncent qu'ils étaient négatifs et que c'est très dangereux. Du coup, je pense qu'actuellement, pour l'Afrique, il y a urgemment on a vraiment besoin d'avoir un guide, un manuel pour essayer de rester dans la rationalisation de
de toutes les demandes de tests, l'interprétation de tout ça et l'impact de tout ça sur la santé publique. Parce qu'à l'allure où vont les choses, on risque vraiment de voir éclater une épidémie sans le voir, parce qu'il faut aussi savoir que les gens ne vont pas se faire consulter, les gens ne vont pas dans les hôpitaux sauf pour mourir. Donc, il y a vraiment le sentiment de faire quelque chose alors qu'on fait quelque chose de mal, c'est dangereux. Merci Voilà. beaucoup. Est-ce que, avec l'intervention là, docteur Longo, vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus? Parce que, est-ce qu'on ne peut pas directement penser à virer pour les questions de tests, par exemple, que les communautés ne trouvent pas acceptables, par exemple dans les tests avec la salive? Ou docteur Magoua Nickel? Ou Zakaria Gansane? Vous devez d'abord unmute votre micro. Allô? Oui. Allô? Vous parlez de l'acceptabilité des tests au niveau des communautés. Oui. Je pense que ce qu'il a donc donné de constater, c'est qu'effectivement, il y a une multitude d'initiatives en termes de tests, de stratégies de tests aujourd'hui qui sont mises en place. Et je l'ai toujours dit, en fait, tous ces tests qui sont faits, il faut effectivement les contextualiser. Il faut voir dans nos conditions quelles sont effectivement celles qui sont adaptées. Le test salive, effectivement, j'en ai vu, j'en ai entendu parler, effectivement, du côté des Américains. Je me suis effectivement posé la première question, est-ce qu'effectivement, elle pourrait être adaptée dans nos contextes et surtout au niveau communautaire? Ça, c'est des questions qu'il faut vraiment répondre. Et pour cela, vous savez très bien que pour ces genres de tests, il y a ce qu'on appelle souvent des études d'acceptabilité. Il faut les faire et puis voir effectivement si oui ou non, elles peuvent être intégrées dans nos dispositifs de dépistage à large échelle. À 8 minutes, oui, Zakaria. Allô? Je voulais rebondir un peu sur, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions effectivement en rapport avec la pharmacopée traditionnelle sur la plateforme, ce qui est vraiment un grand intérêt. Ce que je voudrais faire comprendre aux uns ou aux autres, c'est que la médecine moderne et la médecine traditionnelle ne sont pas opposées. L'un tire sa source de l'autre. Donc, cependant, ce que nous devons savoir, c'est qu'il nous faut effectivement au niveau africain ici un plan de développement de notre médecine traditionnelle. Quand on dit développement de la médecine traditionnelle, il faut que nous arrivions effectivement à fournir des preuves que ces plans ou ces médicaments sur la pharmacopée traditionnelle-là sont utilisés et voici les niveaux d'efficacité dans telle ou telle indication. Et pour cela, on n'a pas d'autre choix que de suivre effectivement la voie consensuelle internationale, c'est-à-dire que pour établir la preuve d'un médicament, c'est pour nous de tous, on sait quelle voie utiliser. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on ne peut pas faire une science au rabais, même si toutefois il s'agit donc de médicaments traditionnels. J'aimerais juste partager l'expérience effectivement de la Chine donc, sur cette question. La Chine, donc, à l'issue du SRAS en 2003, a effectivement testé plus de 200 plantes au laboratoire, parmi lesquelles, effectivement, elle a pu démontrer qu'il y avait 4 qui avaient une activité antivirale. C'est un travail scientifique. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, lorsque vous allez sur clinica.trial, vous verrez effectivement qu'il y a plus de 300 essais cliniques qui sont enregistrés au niveau de la Chine, mais dont 50 sont en train de tester ces plantes traditionnelles. D'ailleurs, le médicament malgache, il a quand même un composant assez essentiel qui est en fait l'artémisia, je crois que c'est l'artémisia. Mais cette plante, mais il faut dire aux gens, elle est d'origine chinoise. Le prix Nobel de la médecine et de la physiologie 2015, c'est une chinoise, c'est une pharmacienne. Tous ces travaux, effectivement, sont partis de là. À partir de cette plante, elle a pu effectivement extraire l'artémisinine, aujourd'hui, qui sert aujourd'hui de base donc, du traitement donc, des médicaments antipaludiques, y compris ces dérivés de l'artémisia. Ça veut dire qu'il y a des potentiels à ce niveau et il faudrait effectivement qu'au niveau des États africains, on se départisse un peu de l'émotion et de ces thèses de complotisme et surtout pour rentrer vraiment dans une démarche de recherche et chercher à faire la preuve effectivement de ces beaucoup. Il y a beaucoup de médicaments dans la phytothérapie africaine qui ont suivi cette voie et aujourd'hui ils sont disponibles au niveau des pharmacies et ils se vendent.
Donc, je pense qu'il faudra effectivement que dans nos communications, effectivement, que les gens, les uns et les autres, effectivement, et axent effectivement la communication sur ces aspects. Pas de science au rabais avec nos médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle. Nous devons effectivement suivre la voie consensuelle internationale tracée pour tous. Alors, merci beaucoup, Dr. Gantane. Je crois qu'à 5 minutes de la fin, vraiment, avec toutes les questions, on ne peut pas vraiment débattre sur tout cela. Je tiens à remercier vraiment tous les panélistes parce que vous avez été exceptionnels, je dirais. Et il y a quelque chose que je voulais partager avec vous. Allô? Parce qu'il y a tellement de choses importantes à retenir, il y a des choses à débattre. Mais sachez qu'il y a donc, il y a sur le site du Global Hub que vous pouvez trouver, il y a beaucoup de groupes de travail, mais c'est beaucoup plus ce lien-ci que je voulais vous montrer. C'est le lien donc qui montre dans l'aspect de COVID-19 avec effectivement donc tous les différents groupes que vous pouvez avoir des différents secteurs. Et il suffit donc de cliquer sur cela pour avoir les outils qui sont disponibles dans ces différents endroits-là. Comme je dirais, tous les outils-là sont pour le moment en anglais. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits pour que ces outils-là soient en français. Et comme je disais, il suffit de cliquer sur un. Par exemple, Therapeutic Trials, et vous devez peut-être avoir toute la liste donc, de tout ce qui est disponible, comme les essais cliniques. Donc ça, c'est une démonstration que je tenais effectivement à partager avec vous. Et je me dis que c'est des outils qui peuvent beaucoup aider tous nos participants, qu'on remercie déjà énormément pour leur participation, mais surtout les chercheurs que nous sommes. Parce que nous sommes chercheurs, nous voulons participer à ces différents travaux-là. Il suffit donc de joindre dans ces différents groupes de travail. Et ces différents groupes de travail-là, envoyez un email à Global Health Network et ils vont vous envoyer donc une série de questionnaires que vous allez donc répondre pour pouvoir donc joindre un des groupes de travail là sur des différents termes. Avec cette information déjà dehors, je crois que pour les dernières secondes qu'on a, on a en fait 33 minutes de plus, juste pour clôturer dans cette session. Les différentes questions qui arrivent, je vois encore que 4 viennent d'arriver, mais revenons un peu sur ces derniers aspects que Dr. Gantane était en train de dire. Est-ce que c'est différent? Vous trouvez ça différent du côté des RDC, Trésor? Vous parlez de la recherche sur la médecine traditionnelle. Tout à fait. Oui, en fait, c'est une recherche qui est encouragée, mais qui n'est pas encadrée, qui n'est pas, comment dire, entourée de toute la rigueur scientifique voulue. Hein, Dr Zakaria parlait d'un plan de développement. Je crois que c'est quelque chose qui est censé être appliqué partout en Afrique. Hein. Nous avons à mettre en valeur nos connaissances ancestrales sur les plantes médicinales. Il y a sans doute des choses que l'on peut puiser là-dedans. Il a parlé, lui, il a fait allusion tout à l'heure à l'artémisinine qui est tirée de la pharmacopée traditionnelle chinoise. Chez nous, avec nos forêts, il y a sûrement des choses que l'on peut trouver et qui peuvent nous aider à faire face à toutes sortes de menaces. Mais encore une fois, il faut le respect de la démarche scientifique et rigoureuse si on veut être pris au sérieux. Et comme il a dit, pas de science au rabais. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. Et je tiens à informer tous nos participants et que le site du Global Health Network les invite aussi, pour ceux qui veulent participer, à joindre ces différents réseaux-là, pas seulement les panélistes comme j'avais annoncé plus tôt. Et du côté de Alerte, nous vous remercions également et dit que c'est des initiatives qui avaient été prises pour essayer de préparer nos communautés scientifiques, médicales, avant l'arrivée de ces différentes épidémies et maintenant même une pandémie. Alors, certes, on n'a pas pu, parce qu'on est seulement à la 2e année d'alerte, mais on se disait que oui, on pouvait être mieux préparé pour faire face à ces différents
à ces différentes stratégies qu'on est en train d'évoquer maintenant. Une fois de plus, je remercie énormément tous les panélistes que vous êtes, soit Faye, Zakaria Gansane, Nickel Makwa, Dr Bodjik, et ceux qui n'ont pas pu nous joindre, professeur Minta, professeur Francine Toumi. Et sur ce, je crois que je peux remercier notre participant une fois de plus et vous dire à très bientôt. Merci beaucoup et au revoir.